Bonjour, je m'appelle Mylène Hazel et je suis en compagnie de ma collègue Marie-Ève Landry. On est toutes les deux psychologues au César, au Centre étudiant de soutien à la réussite, dans le service de soutien à l'apprentissage. Et aujourd'hui, on vous invite à participer à notre webinaire qui s'intitule Méthodes et stratégies pour une préparation efficace aux examens. Donc, on a l'habitude, toutes les deux, de rencontrer, que ce soit en individuel ou bien en groupe, en atelier, de nombreux étudiants qui se questionnent, probablement comme vous, sur la question de la préparation des examens. Effectivement, on sait que c'est une source importante de stress chez un peu tout le monde et c'est pourquoi on a pensé vraiment vous présenter ce webinaire auquel vous êtes vraiment invités à participer en nous posant toutes vos questions et je vais vous expliquer un petit peu le moyen de le faire dans un bref moment. Alors, pour commencer, on va vous parler peut-être des objectifs qu'on va chercher à atteindre à travers cette présentation. Donc, c'est sûr que pour commencer, on va vraiment prendre un moment pour aborder la question du stress parce que souvent, le stress, notre anxiété de performance finalement, est souvent notre principal frein. Hein? Donc, souvent aussi, c'est un frein qu'on s'impose un peu soi-même. On a tendance peut-être des fois à amplifier parce qu'on ne s'y prend pas de la bonne façon. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble aux différentes stratégies qui existent et puis, en fait, vous serez en mesure peut-être même d'identifier une stratégie que vous préférez à travers toute cette présentation-là. Ensuite, vous serez en mesure de faire un bilan de vos méthodes d'études. Donc, on va vous en présenter plusieurs et ce sera l'occasion pour vous de faire le point sur ce qui vous reste à ajuster. Donc, pour une meilleure préparation, une préparation encore plus efficace pour votre mi-session ou votre fin de session. Et enfin, on va aborder quand même la question des examens en tant que tels. Comment est-ce qu'on doit les exécuter? Il existe des stratégies, c'est bien de les connaître à l'avance pour pouvoir être fin prêt le jour J et se sentir le plus en contrôle possible. Donc, évidemment, c'est une présentation, dans le fond, qui dure un certain temps. On s'accorde à peu près 1h15 pour faire le tour de ces questions-là. Bien sûr, vous serez en mesure de nous poser des questions, comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes d'ailleurs invité à le faire tout au long de la présentation, mais c'est seulement à la fin de la présentation que nous prendrons un temps pour commencer à y répondre et à aussi recueillir les questions additionnelles. Donc, peut-être un petit conseil avant de commencer. Ça serait peut-être intéressant de vous munir tout de suite de quoi écrire, peut-être un crayon, une tablette, votre ordinateur portable, afin de prendre des notes et de profiter pleinement de cette présentation. Sachez que, par contre, la présentation sera mise en ligne sur notre site Internet, mais dans quelques temps, donc après cette présentation. Alors, on va commencer tout de suite avec notre sommaire. On va d'abord donc prendre un temps pour aborder la question du stress et de la motivation. Souvent, ce sont deux thèmes qui sont vraiment interreliés. Ensuite, on va aborder la gestion du temps, mais comme on a déjà un webinaire qui se charge un petit peu de faire le tour de cette question-là, on va revenir seulement sur les incontournables. Ensuite, on va parler vraiment des méthodes à proprement dites et on va faire le point, dans le fond, on va faire un bilan de tout ça. Et ensuite, on va pouvoir, comme je le disais, démarrer notre période de clavardage. Alors, pour commencer, notre obstacle numéro 1 est le stress, bien évidemment. En fait, dans le contexte des études, souvent même, on va l'appeler l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, souvent, ça revient à craindre des conséquences adverses, de résultats peut-être pas assez bons. Et donc, c'est une anxiété de performance qui va nous amener à vivre toutes sortes d'émotions, à anticiper, à vivre beaucoup d'appréhension, et souvent, ça va nous amener à, disons, à développer toutes sortes de comportements qui peuvent être même un peu nuisibles, quand on peut penser, par exemple, à la procrastination. Donc, forcément, l'anxiété de performance, c'est quelque chose qui est très répandu parmi les étudiants. Évidemment, on le sait qu'il y a des impondérables quand même dans le milieu universitaire. On sait qu'effectivement, quelquefois, on a besoin d'avoir un certain niveau de rendement si on veut réaliser le projet d'études de notre rêve, par exemple, accéder à un programme contingenté. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très, très, très commun chez nos étudiants. Alors, on va un peu s'attarder à la question du stress. Au fond, qu'est-ce que c'est le stress d'abord?
On peut donc déjà commencer à revoir un petit peu le modèle qui est proposé par une chercheuse québécoise qui s'appelle Sonia Lupien, qui est psychologue. Et elle a pensé à identifier les grands déclencheurs du stress. Alors, il y en a 4. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a même créé un acronyme qui nous permet de mieux nous en rappeler. Donc, l'acronyme, c'est le CINE. Alors, parce que le stress, hein, c'est souvent du ciné. On a tendance à se faire du cinéma un peu trop. Donc, si on regarde ça, le C, ça correspond à un contrôle faible. Donc, toutes les situations dans lesquelles on sent qu'on a peu de contrôle. Hein. On n'est pas en mesure, par exemple, c'est pas nous qui dictons un peu le déroulement d'une situation. Ensuite, le I pour le caractère imprévisible d'une situation. Évidemment, hein, quand on avance un peu vers l'inconnu, il y a des choses qui peuvent arriver et qui sont donc aussi en dehors de notre contrôle. Le caractère nouveau aussi de la situation. Bien sûr, plus une situation est familière et plus on a développé des mécanismes, on s'est adapté. Mais lorsque c'est nouveau, tout ça, c'est un peu plus, disons, insécurisant. Et pour ce qui est du « et », c'est la question de l'ego. Hein. Quand on sent que notre ego est menacé, on a peur de ne pas être à la hauteur d'une situation, on a peur de décevoir, par exemple. Donc, ce sont les 4 déclencheurs. Et c'est certain que lorsque, on fait référence à la situation d'examen, c'est pas... en fait, ça paraît assez évident hein, de voir que ces 4 déclencheurs-là sont vraiment présents. Et donc, ça explique pourquoi les examens sont si stressants pour la plupart des gens. Donc, effectivement, on a peu de contrôle sur disons, la nature de la matière qui sera sélectionnée à l'examen, le nombre de questions en développement, le niveau d'exigence, etc. Donc, effectivement, c'est une situation chargée de tous ces déclencheurs-là. On va regarder un petit peu la question du stress de plus près. Lorsque donc ces déclencheurs-là sont présents, on va en fait avoir un système interne qui va se mettre en marche et qui va déclencher une réaction en chaîne. Hein. Donc, pour commencer, on va ressentir toutes sortes d'émotions. Oui, l'anxiété, quelquefois, ça peut se manifester sous forme de peur, ça peut être de l'appréhension, le doute, etc. Bien sûr, ça peut se traduire aussi sur le plan physique. Hein. Une émotion, c'est souvent vécu à travers le corps. Donc, on peut avoir des palpitations, on peut sentir qu'on se met à avoir chaud. Donc, on peut se rappeler facilement de ce type de manifestation physique-là pendant l'examen. Hein. On peut sentir qu'on manque de concentration, qu'on a la tête vide, etc. Et ce sont des manifestations tout à fait attendues en situation de stress. Ensuite, il y a les pensées aussi. Lorsqu'on vit de l'anxiété, habituellement, on sent qu'on a l'esprit en ébullition. On a toutes sortes de pensées qui viennent et reviennent, hein, quelquefois en boucle. Hein. Souvent, on va appeler ça même des ruminations, parce que c'est des pensées qui reviennent, qu'on a du mal à cesser. Hein, tellement que des fois, on peut en faire de l'insomnie parce qu'on a du mal à mettre notre cerveau à off, hein, autrement dit. Donc, ce sont souvent des pensées d'anticipation. Donc, par exemple, on peut ressasser l'idée d'avoir peur d'échouer, des conséquences, là, si jamais on échoue l'examen, je ne réussirai jamais à accéder à tel programme. Même des fois, on va se faire beaucoup d'autocritique, beaucoup de dévalorisation, donc douter de soi, perdre sa confiance, etc. Et vraiment se dévaloriser. Donc, souvent, ça a l'effet, en fait, d'augmenter les émotions et d'en ajouter même, d'ailleurs, d'autres types, comme de la culpabilité, etc. Et enfin, bien sûr, il y a les comportements aussi qui viennent ajouter à tout ça. Donc, on a 2 types de comportements. Évidemment, quand on vit autant d'inconfort physique et mental, bien sûr, on va avoir tendance à vouloir éliminer cet inconfort-là le plus vite possible. Donc, souvent, tout simplement en fuyant par la fuite. On va voir les différents moyens de fuite qu'on arrive à mettre en place, mais aussi, on peut aussi, par contre, décider d'affronter la situation. Donc, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que ça nous permet aussi de réaliser qu'on a quand même 3 axes, 3 leviers d'intervention pour nous aider à réguler notre niveau d'anxiété. Hein, l'idée, c'est pas tant de le faire disparaître, ce qui serait pas très réaliste, parce qu'effectivement, la situation, quand même, est pas des plus simples, mais quand même de les réguler à un niveau qui va être convenable, qui va nous permettre d'être à notre meilleur.
et d'avoir donc accès à nos ressources personnelles. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine étape. On va parler un petit peu plus des stratégies. Donc, on va essayer de voir quel type de stratégie existe en fonction de ces 3 leviers-là pour nous aider à réguler notre niveau de stress. Alors, au niveau du stress, au niveau par exemple, de l'axe un peu plus émotionnel et des pensées, comme je le disais tout à l'heure, souvent, hein, lorsqu'on vit des émotions fortes, des pensées difficiles, premier réflexe, c'est qu'on a envie de s'en débarrasser. Soit on a envie de s'en débarrasser, donc par exemple, hein, très typique, on sait qu'on est censé étudier, puis se préparer, puis bon, une des choses typiques qu'on entend souvent de la part des étudiants, c'est souvent beaucoup de procrastination. On va aller écouter des séries, par exemple, ou soudainement, on va avoir beaucoup de vaisselle à faire. Donc, c'est très typique, c'est des réactions qui sont tout à fait normales. C'est vraiment dans le but d'une fuite, on veut se détacher momentanément de ces émotions-là. Quelquefois, ça peut aussi ça peut être d'autres moyens, comme par exemple la consommation de substances ou manger beaucoup, etc. Il peut y avoir d'autres types de réactions qui vont être plus à l'inverse, ça va être de chercher à surcompenser un petit peu. Donc, on va au contraire alimenter ces pensées-là, on va essayer de contrôler le problème en essayant de le regarder de tous les angles, alimenter ces pensées-là, mais le problème, c'est qu'au final, on démultiplie un peu les pensées, puis on alimente l'anxiété. Donc, première des stratégies, première des suggestions, ça va être au contraire de chercher à simplement accepter la présence de ces émotions et de ces pensées-là difficiles. Hein, puisque de toute façon, on n'a pas tellement le choix, elles sont déjà là et on n'a pas tellement de contrôle sur ce qui surgit à la source. Donc, on va essayer de faire de la place, d'accueillir ce vécu-là. Et une façon, en fait, de leur faire de la place, ça va être d'essayer de les observer, tout simplement, en essayant d'adopter une attitude très ouverte, avoir beaucoup de curiosité à l'égard de ce vécu-là. Souvent, le fait d'observer nos pensées ou nos émotions difficiles nous permet de nous dégager peut-être un petit pas de recul. Hein, l'observation fait que notre position d'observateur fait tout de suite, on se détache un petit peu parce qu'on se met à observer. Et puis, souvent, ce que ça fait, c'est que ça va diminuer l'impact ou la teneur un petit peu de ce vécu-là et ça sera un peu moins douloureux. Et bien sûr, ça va nous permettre ensuite d'agir pour régler les problèmes. Donc, vraiment, bien sûr, observer, mais aussi accepter qu'on éprouve ce qu'on a à éprouver dans un moment donné. Donc, d'où la question d'accepter la prise de distance et, par contre, l'engagement éventuellement à poser des gestes concrets pour chercher à résoudre le problème. Donc, ces stratégies-là peuvent être développées, peuvent vraiment être cultivées à travers une pratique de méditation, entre autres, qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. D'ailleurs, sur le campus universitaire, les services aux étudiants ont vraiment, en fait, accordent une importance majeure à ces exercices-là, à cette pratique-là, et tellement que, en fait, on a toutes sortes d'ateliers conçus pour vous aider à le développer, à développer ces stratégies-là. À travers, par exemple, les ateliers Corsa du César, mais aussi le Centre de santé de consultation psychologique offre également des ateliers de méditation de pleine conscience, ainsi qu'une initiative étudiante telle que à travers le Salon Zen. Donc, on vous invite vraiment à aller visiter les différents sites web des SAE et la page du Salon Zen pour trouver tous les horaires et les locaux pour pouvoir peut-être vous initier à cette pratique-là. Il existe aussi différentes applications mobiles très intéressantes là, pour faire vos premiers pas de manière autonome. Pour ce qui est de la suite, on parlait donc l'importance de s'arrêter pour éviter d'être envahi et être impulsif. Mais bon, une fois qu'on a pris le temps de cette prise de recul-là, bien souvent, ça nous permet, en fait, de mieux se mobiliser dans une action qui va être efficace. Donc, on vous suggère une approche qui est très efficace, qui s'appelle la résolution de problèmes. L'idée, en fait, c'est de vous doter d'une méthode structurée pour vraiment trouver des solutions à vos problèmes.
Donc, vous pouvez suivre ce canevas-là. D'ailleurs, on vous conseille d'utiliser l'écriture. Ça va vous permettre de classer un petit peu le fruit de vos analyses et de vous éviter de tourner en rond. Donc, première des choses à faire, c'est de bien définir le problème. Vous pouvez vous poser les 3 questions suivantes. Qu'est-ce qui cloche? Hein? Quelle est ma perception du problème? Hein? Donc, souvent, on sait que notre orientation à un problème va souvent changer de manière très significative la façon dont on va se sentir. Hein. Donc, par exemple, si on vit, si par exemple, là, on essaie de, si on se réfère à la situation d'examen, encore une fois, si c'est un premier examen dans un nouveau cours, bien sûr, si vous avez disons, la perception que c'est une menace, que ça menace vos chances de réussite ou d'accession à un programme contingenté, vous n'aurez pas les mêmes émotions, le même vécu que si, au contraire, vous essayez de percevoir ça comme un challenge, un défi, une situation d'apprentissage dans laquelle vous serez amené de toute façon à vous adapter et à progresser à votre rythme, une étape à la fois, bien sûr. Ça va influencer drastiquement là, votre vécu. Donc, quelle est votre perception de la situation? Et puis, bien sûr, qu'est-ce que vous ressentez? Deuxièmement, une fois que vous avez défini le problème, vous pouvez commencer à faire un brainstorming. Donc, vraiment essayer de générer un maximum de solutions possibles, des plus farfelues aux plus complexes. Donc, bien sûr, quelles sont les solutions possibles? De quoi aurais-je besoin pour me sentir mieux? Quelles sont les mesures de soutien disponibles aussi à travers l'université? Et ensuite, bien sûr, vous êtes amené à faire un choix. Donc, faites les pour et les contre, essayez de sélectionner la meilleure solution pour vous à ce moment-là. Ensuite, on exécute le plan. Pour exécuter le plan, ça peut aider de se donner un échéancier, vraiment, pour passer à l'action. Des fois, de cortiquer le plan en petites étapes et des échéanciers intermédiaires également. Et on observe les résultats. Puis enfin, la dernière étape, c'est la phase d'ajustement, qui est bien importante aussi si on veut trouver une solution durable à notre problème. Cette phase-là, finale, elle est très importante parce que souvent, il y a des ajustements aussi à adopter. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la deuxième étape qui vous permet de gérer durablement ce vécu-là qui est difficile. Donc, il se pourrait, par exemple, qu'à la suite de votre résolution de problème, vous parveniez à des solutions qui, comme par exemple, pourraient ressembler à la solution de chercher à travailler le plus possible en équipe, hein, soit pour obtenir un maximum de soutien, soit pour pouvoir exploiter aussi les forces des autres, soit pour vous trouver une motivation, hein, une façon d'augmenter votre motivation à travers le fait de travailler de manière plus plaisante là, en équipe. Ensuite, il se pourrait aussi que vous pensiez à adopter peut-être des conditions de travail plus positives, plus confortables ou même plus réconfortantes à travers peut-être le fait d'aller chercher un bon café, d'aller travailler dans un lieu agréable, de changer aussi des fois de contexte d'études, etc. Certains aussi arrivent parfois à la conclusion qu'ils doivent ajuster leur technique de gestion de temps ou des fois d'utiliser la minuterie pour essayer d'avancer dans leur bloc d'études de manière plus efficace. Bien sûr, il y a les fameuses distractions. Pour certains, ça va être différentes idées là, pour les aider à restreindre leur utilisation des chronophages comme Internet, les réseaux sociaux, etc. Sachez qu'il existe d'ailleurs plusieurs logiciels, des applications mobiles qui permettent en fait vraiment de bloquer temporairement certaines applications. Et enfin, peut-être que vous réaliserez que vous avez besoin d'un peu plus de plaisir aussi dans votre vie, soit par le fait de vous donner des récompenses ou de vous accorder plus de temps aux autres sphères qui vous font du bien dans la vie, comme aller voir vos amis ou bien faire des loisirs, par exemple, ou faire du sport. En parlant de ce sujet, c'est un peu finalement la question de l'équilibre de vie. Donc, bien des étudiants, finalement, quand ils commencent l'université ou quand ils changent de programme et ils arrivent enfin au programme convoité,
ont souvent cette tendance-là à mettre de côté leurs différents loisirs, cessent de voir leurs amis de manière régulière, en se disant que si on saute à pieds joints dans l'étude, ça sera la meilleure façon d'arriver à nos fins puis de maintenir un bon rendement. Donc, c'est souvent une tendance qu'on observe chez les étudiants, mais le problème, c'est que finalement, ça se fait beaucoup au détriment de la santé psychologique parce que il y a une perte d'équilibre. Donc, peut-être, on sait, en fait, que la santé psychologique, c'est-à-dire se permettre d'avoir une vie plutôt sereine, dégagée de stress trop important, puis une humeur aussi qui est assez stable, c'est fortement influencé par une bonne hygiène de vie. Donc, peut-être un petit exercice que vous pourriez vous offrir, peut-être, comme vous le voyez à l'écran, essayez de dessiner dans un schéma comme ça la proportion de temps que vous avez envie d'accorder dans votre semaine à l'étude, donc à la sphère scolaire, mais aussi à la sphère personnelle, à la sphère sociale, à la sphère professionnelle si vous avez un emploi, la vie domestique, etc. Et essayez de répartir les proportions entre ces sphères-là. Donc, vous pouvez faire un schéma pour la situation actuelle et faire un schéma aussi pour la situation que vous souhaiteriez avoir. Ça va vous permettre de vous donner peut-être des objectifs à atteindre. Mais pour ce qui est des règles de base, en termes d'hygiène de vie, on sait qu'un sommeil régulier avec un nombre d'heures suffisantes, qui peuvent varier d'une personne à l'autre, c'est très important. L'alimentation aussi, qui est une partie de votre carburant pour vous aider à conserver un bon niveau d'énergie, c'est également très important. Donc, veillez à manger sainement, le plus sainement possible et de manière régulière. On a aussi l'activité physique. C'est fortement recommandé. Donc, on sait qu'il y a un rôle prépondérant donc de notre niveau physique sur notre niveau de stress, notre humeur aussi également, et même notre niveau de concentration. Et enfin, de bien veiller à avoir des périodes de détente, vraiment de se permettre de se donner le droit de relaxer. Relaxer, pour certains, ça peut aussi vouloir dire de socialiser, etc. Donc, maintenant, on va arriver à la question des motivations, le rôle des motivations, et ça va être ma collègue qui va se charger un petit peu de vous expliquer les principaux éléments associés à cette question-là. Alors, je vous laisse avec Marie-Ève. Alors, moi, je vais vous entretenir un petit peu pour la fin de cette section-là sur la gestion du stress et de la motivation. Effectivement, identifier ces motivations, ça sera vraiment une action ou une activité qui va vous permettre justement aussi de gérer votre stress, en plus des stratégies que Mylène vient de nous parler. Donc, il y aura vraiment de donner du sens à ce que vous faites. Et ce qu'on a regardé, c'est que souvent, on va observer chez les étudiants un désir de performance, un désir de rendement, d'avoir des bonnes notes dans tous les cours, d'être au-dessus de la moyenne, etc. Donc, c'est sûr que on espère pouvoir avoir des bons résultats, des fois pour accéder à d'autres programmes, parce qu'on sait qu'il y a certaines exigences quand même dans tes programmes pour être admis. Mais au-delà de ça, donc même si on sait que effectivement les résultats peuvent être une source de motivation, c'est sûr que c'est pas mauvais. Je pense que tous les étudiants ou tout le monde souhaite d'une certaine façon d'avoir des bons résultats. Mais si on regarde un peu plus loin, il pourrait y avoir d'autres moteurs ou d'autres sources de motivation qui pourraient faire du sens pour vous dans votre projet universitaire. Donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ce serait. Donc on a des idées, dans le fond, à vous suggérer. Donc, qui est, par exemple, développer son potentiel. C'est sûr qu'en faisant un programme d'études, vous avez peut-être le désir de développer vos connaissances, apprendre une nouvelle façon de penser, de structurer votre pensée, développer votre esprit critique également. Ça, c'est des motivations qu'on peut avoir durant un parcours universitaire. Donc, on a aussi, effectivement, développer son réseau social. C'est une occasion
occasion, une opportunité que vous avez d'être ici à l'université pour développer justement votre réseau parce qu'il y a beaucoup de gens sur le campus. Et aussi, c'est qu'il y a des personnes qui viennent aussi de différents horizons. Il y a des étudiants étrangers, il y a des gens qui font des retours aux études après avoir arrêté pendant un certain temps. Donc, il y a une diversité de personnes sur le campus, une diversité d'étudiants avec lesquels vous pouvez développer des liens qui pourront rester significatifs plus tard dans votre vie. Donc, c'est une période de votre vie où c'est intéressant de faire ce genre d'interaction-là au cours de votre passage à l'université. Fait que ça peut être un moteur également intéressant pour vous maintenir dans votre programme d'études, même si, effectivement, vous n'avez pas tout le temps les bons résultats ou que vous trouvez ça un petit peu plus difficile. Ensuite, on a l'expérimentation. Donc, à ce niveau-là, ça peut être, je me donne un défi. Effectivement, je sors de ma zone de confort. Ça me fait peur un peu, les études universitaires. Je ne suis pas certaine que je vais être capable d'y arriver. Mais en même temps, ça peut être vraiment quelque chose qui est une source aussi de motivation, de dire, je vais relever le défi, je vais sortir de ma zone de confort. Peut-être que je vais apprendre des choses sur moi-même que je ne savais pas. Je vais peut-être apprendre que finalement, je suis meilleure que je pensais, ou je vais peut-être apprendre que finalement, pour tel cours ou telle activité, je suis moins effectivement bonne, j'ai peut-être pas assez de méthodes, etc. Donc, ça nous permet aussi de développer une meilleure connaissance de soi-même et une meilleure connaissance réaliste, je dirais, de soi-même. Donc, on va aussi avoir l'engagement social, si vous êtes une personne aussi qui aime s'engager dans des causes ou des actions. Donc, il y a plein d'opportunités ici sur le campus, quand on est à l'université, pour s'engager dans des projets qui peuvent nous tenir à cœur. Donc, je pense entre autres à l'action humanitaire et communautaire qui ont différents projets dans lesquels vous pouvez vous impliquer. Vous pouvez faire du bénévolat. Il y a les associations étudiantes également qui sont ouvertes à tous les étudiants, dans lesquels vous pouvez vous impliquer pour faire avancer des dossiers, par exemple, dans vos départements, ou peut-être travailler au développement de votre future profession également. Donc, ça, c'est différentes initiatives ou niveaux d'engagement que vous pourriez expérimenter à l'université. Donc, l'idée derrière ça, au niveau des motivations, c'est de retrouver vraiment, autre que les résultats, de retrouver c'est quoi les autres éléments qui feraient du sens pour vous. Et ça, souvent, c'est un moteur important qui nous donne une direction et qui fait du sens. À ce moment-là, quand c'est cohérent avec soi, avec son programme d'études, c'est sûr que ça aide beaucoup à gérer le stress. Donc, on est moins dans le questionnement, on est moins dans l'ennui, l'irritabilité. Donc, on trouve effectivement un sens à ce qu'on fait. Donc, ça, c'est un élément important. Je vous encourage vraiment à essayer d'identifier un petit peu, donc en réfléchissant, c'est quoi vos vraies motivations à faire votre programme d'études. Donc, si on termine avec l'aspect gestion de stress maintenant, on va y aller avec ce qu'on appelle la gestion du temps, qui sont les incontournables. D'ailleurs, on a abordé déjà assez en détail la gestion du temps dans un autre webinaire. Vous pourrez possiblement vous y référer là, sur notre site Internet si vous voulez plus de détails, mais on va vous rappeler simplement les incontournables, qui sont vraiment la planification. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la planification? C'est qu'on va vouloir savoir c'est quoi la charge en premier de travail. Au même titre qu'une personne qui s'en va au gym, qui va faire, qui va lever des poids, bien, la personne, elle veut savoir quel genre de charge elle va avoir à soulever. Donc, c'est 15, 25, 35 livres. Donc, si je sais d'avance, je le sais effectivement l'effort que je vais devoir déployer, puis je vais pouvoir me préparer mentalement. Donc, c'est la même chose avec la charge de travail à l'université. Et ce qu'on fait avec ça, bien, ce que ça comprend, c'est d'identifier vraiment les objectifs pour chacun de vos cours. Donc, ça va être important dans votre plan de cours de bien avoir ça clairement à l'esprit, de lire aussi attentivement chacun de vos plans de cours. Comme ça va vous permettre d'examiner toutes les dates des examens, à quel moment vous allez devoir faire des travaux, remettre des travaux, est-ce qu'il y aura des travaux d'équipe, est-ce qu'il y a des travaux pratiques plutôt à rendre chaque semaine ou ça sera des travaux au long cours tout le long de la session. Donc, c'est très efficace de savoir ça d'emblée, dès le début de la session. Donc, on peut effectivement aussi identifier les lectures qu'on aura à faire d'une semaine à l'autre aussi. Ça va nous permettre aussi de bien anticiper
les charges de travail pour chaque semaine et ça va nous permettre de se donner comme ça une image, un visuel de notre session à l'aide d'un tableau synoptique qu'on peut utiliser pour faire ça. Donc, avec tous les éléments en main, donc toutes les informations de votre plan de cours, vous pourriez transposer ça dans un tableau, un échéancier où vous pouvez voir dans un coup d'œil à quoi va ressembler votre session. Donc, les colonnes, c'est les semaines, les lignes, c'est les cours. Et là, vous avez des périodes, dans le fond, où vous avez des lectures chaque semaine qui reviennent. Vous avez des indicateurs aussi. À quel moment vous devez vraiment commencer votre étude et les moments, les semaines où vous aurez des examens ou des travaux à rendre. Donc, c'est un outil que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur notre site, notre site Internet sous l'onglet questionnaire, exercices et questionnaires. Alors, c'est quelque chose, un outil que vous pourrez utiliser qui est donc pas complété comme suit. Ça sera vraiment à vous de le compléter avec votre propre horaire à vous. Donc, ça nous permet effectivement d'avoir un suivi assez rigoureux sur les activités. Certains étudiants vont me dire, bien, écoute, moi, ça me permet de motiver. Je raye à chaque fois que c'est terminé, qu'une chose est faite. Donc, ça me maintient ma motivation. Donc, ça, c'est ça peut être un bon truc. Pour ce qui est de la grille horaire, donc on va planifier aussi à la semaine. Donc, ça sera vraiment de faire une horaire un peu comme dans celle que vous voyez à l'écran. Donc, c'est juste un aperçu qu'on vous donne. Ça sera vraiment de mettre vos choses dans votre échéancier synoptique que vous allez transposer sur votre horaire à la semaine. En indiquant, dans le fond, les cours que vous avez, mais il ne faut pas oublier non plus les moments où vous allez avoir, par exemple, des activités personnelles, des activités sociales, des moments de détente. Donc, ça sera vraiment important de tenir compte de ces sphères-là, comme Mylène disait, parce qu'on ne veut pas nécessairement non plus qu'étudier, donc qu'étudier tout le temps qu'on a. Alors, on veut profiter du temps pour faire d'autres activités. Et c'est d'ailleurs recommandé de garder un équilibre là-dedans. Donc, vous trouverez également une grille horaire un petit peu plus détaillée sur notre site Internet aussi, donc que vous pourrez compléter à votre guise, là, selon votre propre emploi du temps. Alors, pour les personnes pour qui l'horaire peut changer, donc c'est sûr qu'un horaire, une grille horaire, ça peut rester quand même relativement stable dans le temps si vous avez à peu près tout le temps les mêmes cours qui reviennent à chaque semaine. Certains étudiants vont me dire, bien moi, c'est difficile parce que mes horaires changent, mes heures de cours changent à chaque semaine. Alors, c'est un petit peu plus difficile pour vous dans ce temps-là de vous faire une planification à la semaine que vous allez pouvoir garder de façon constante et régulière. Alors, à ce moment-là, vous allez faire un petit peu plus ce qu'on appelle la gestion des priorités. C'est sûr que les autres étudiants, vous allez aussi avoir à faire de la gestion des priorités, surtout les 2 semaines avant l'examen, je vous dirais, parce que c'est là que on commence à voir, les remises de travaux et la période d'examen qui va arriver un peu dans la même semaine. Là. On va avoir l'impression que tout est important, tout est urgent. Alors, vous aurez à faire aussi de la gestion des priorités, mais pour ceux qui ont un horaire qui est moins stable, donc ça sera vraiment de faire la gestion des priorités chaque semaine. Ça, comment qu'on peut faire ça? Bien, c'est de lister vraiment toutes les tâches scolaires que vous avez à faire, comme dans l'exemple que vous voyez, pour chacun de vos cours, par exemple. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il vous reste à lire, à réviser, à préparer pour l'examen? Et ensuite, bien, c'est d'identifier comment vous allez établir votre code de priorité pour chacune des tâches qui restent. Et là, bien, il faut tenir compte de certaines variables. Par exemple, l'urgence, vous avez besoin de ça pour quand? Donc, c'est le délai. Est-ce que c'est demain matin ou c'est la semaine prochaine? Alors, ça va être une variable qui va faire changer le fait que vous allez entreprendre une tâche plus rapidement qu'une autre. Mais il n'y a pas seulement que le délai, parce que des fois, il y a l'importance d'une tâche qui va entrer en ligne de compte. Et ça va être pris en considération des fois plus que le délai. Si j'ai un niveau de difficulté plus grand, plus élevé avec la matière, si la densité du contenu du cours est plus grande que d'autres, la valeur de l'évaluation, par exemple, je ne mettrai pas le même niveau d'énergie sur un examen qui vaut 10 versus un examen dans un autre cours qui vaut 40 Alors, je vais focaliser davantage sur les éléments ou les trucs qui auront plus de valeur.
Alors, l'importance est souvent reliée à la conséquence qu'il pourrait y avoir si je ne m'applique pas à la tâche que j'ai décidé de faire. Donc, ce sont des variables qui nous permettent d'identifier votre code de priorité et c'est important quand même de pouvoir le faire pour ne pas rester dans une liste de choses à faire et qui est plus ou moins orientée. Donc, ça va vous aider de faire ce genre d'exercice-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'organisation, qui est une autre composante incontournable de la gestion du temps. Et ça, on parle de souvent la concentration. Donc, combien de temps on peut maintenir une concentration maximale? Là, plusieurs personnes, souvent je le demande dans des ateliers, je me retrouve avec différentes réponses. Alors, ce qu'on sait sur l'attention-concentration, c'est que quand on commence une tâche, où on est relativement là, on aime déjà la tâche, il y a un niveau d'appréciation pour la tâche, mais c'est quand même assez aussi difficile. Donc, on va avoir un niveau d'attention qui va augmenter au début de la tâche et tranquillement va arriver à un sommet après une trentaine de minutes. Donc, notre capacité d'attention-concentration, là, vraiment, ça serait de 30 minutes. Puis après, ça recommence à descendre là, tranquillement, comme vous voyez dans le graphique. Donc, le temps, là, c'est à peu près 1 heure et demie. Et là, on perd de plus en plus en productivité. C'est sûr que ça va varier beaucoup d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont pouvoir être attentifs sur 50 minutes. Il y en a qui vont pouvoir peut-être maintenir là, assez bien sur 1 heure et demie. Mais après 1 h30, 2 heures d'études, c'est à peu près le maximum atteint pour tout le monde. Donc, c'est sûr qu'après ça, on va recommander vraiment de prendre une bonne pause, faire d'autres choses, se changer les idées, faire des choses aussi qui ne sont pas trop exigeantes mentalement. Donc, pour essayer de se réénergiser, se divertir, se changer les idées. Donc, c'est sûr qu'en tenant compte de ça, bien, c'est bon de savoir aussi comment on fonctionne sur le plan de l'attention. Donc, c'est quoi le meilleur moment pour moi pour étudier? Donc, est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi, en soirée? Donc, c'est sûr qu'on va essayer de bonifier nos périodes d'études en mettant ça à l'horaire dans des plages horaires où on sait qu'on est attentif. Fait que ça va déjà être une organisation dans notre horaire. Donc, de faire attention pour respecter aussi cette durée maximale de concentration. Il y a des gens qui arrêtent après 30 minutes, on prend 5 minutes de pause. Il y en a qui peuvent continuer jusqu'à 50 minutes. Là, on prend 10 minutes et on continue pour une demi-heure, par exemple. Donc, ce sont des différences individuelles. Donc, c'est important d'en tenir compte. L'autre chose, c'est effectivement les pauses régulières, comme je vous disais, et de gérer les distracteurs. Ça va être une autre chose parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous nuire au niveau de l'attention-concentration. Donc, qui nous fait perdre souvent le fil de ce qu'on est en train de faire et là, on doit se remobiliser pour revenir à la tâche. Donc, ça sera vraiment important de voir quels sont vos distracteurs et comment faire pour les réduire au maximum. Au niveau de l'organisation, on a ce qu'on appelle aussi notre système de classement qui est efficace. Est-ce que je retrouve mon matériel facilement? Est-ce que j'ai tous mes outils nécessaires pour la tâche? Donc, c'est sûr que si je passe plusieurs heures à chercher mes notes de cours, mes stylos, mon cartable, donc c'est sûr que là, je ne suis pas efficace au niveau de la gestion de mon temps. Donc, d'avoir une organisation quand même assez structurée dans la gestion de mon matériel scolaire. Est-ce que dans mon environnement, c'est agréable de travailler? C'est-tu attrayant? C'est-tu relativement aéré? Donc, ça va être aussi un élément qui va influencer l'attention-concentration également. Au niveau de l'organisation de vos périodes d'études, ce qui est important, c'est d'avoir une méthode, d'envisager par exemple, l'action que vous avez à faire ou la tâche que vous avez à faire avec une méthode de travail spécifique. Alors là, vous allez économiser également en effort. Et c'est important que chaque plage d'études aussi soit orientée par un objectif spécifique. Par exemple, si vous faites une lecture en préparation d'un cours, par exemple, ou si vous faites une révision pour l'examen à venir. Donc, c'est 2 tâches différentes. Donc, c'est bon d'avoir un objectif précis, spécifique. Et c'est bon aussi de bien connaître et d'être à l'aise avec ces supports de gestion de temps. Donc, que ce soit des agendas ou des applications ou des agendas en ligne, par exemple, c'est de voir c'est quoi qui est le plus convivial pour moi, puis c'est d'être capable de l'utiliser sans trop perdre de temps dans l'apprentissage de ces outils-là.
Alors, on va engager maintenant plus vers la préparation efficace des examens. Donc, c'est quoi vraiment les étapes clés? Je vais laisser donc la parole à ma collègue Mylène qui va vous entretenir sur les principales étapes à privilégier. Oui, donc là, on entre un peu plus dans le sujet des méthodes d'études. Donc, bien sûr, on va commencer par voir les grandes étapes, hein, parce que je pense que c'est important de voir ça comme un processus qui se poursuit dans une durée, donc depuis le début de la session jusqu'à la fin de la session. Donc, parce que, effectivement, très souvent, on pense que la préparation d'examen, c'est les quelques jours ou peut-être les 2 semaines avant l'examen, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ça commence dès le départ. Alors, pour ce qui est des 3 étapes clés, d'abord, bien sûr, on a l'étape de compréhension de la matière. On sait que pour certains étudiants, souvent pour certains programmes aussi un peu plus denses, un peu plus techniques avec du jargon, ça peut être difficile de comprendre la matière sur le coup, en classe au moment où les enseignements sont donnés. Donc, ça va être très, très, très important de vraiment d'y aller avec plusieurs étapes pour peut-être revoir la matière ou s'y préparer pour être mieux en mesure de l'assimiler ou en tout cas au maximum de nos capacités pendant les cours. Donc, c'est vraiment l'étape initiale de vos apprentissages et la compréhension, comme je le disais, ça se fait au fur et à mesure. On essaie d'ailleurs de réviser notre compréhension après le cours pour être certain que lorsqu'on aborde le prochain cours, bien sûr, on a déjà compris la matière du cours précédent pour éviter de traîner des incompréhensions. Au final, ça peut créer des situations difficiles, disons, à rattraper. Donc, si on regarde un peu de quoi se compose cette étape-là, donc, on a bien sûr, en début de session, la lecture du plan de cours. Ça va vraiment mettre la table pour une bonne compréhension du cours, comment il a été monté, avoir une vision globale. Ça va vraiment vous aider à déjà départager ce qui est plus important de ce qui l'est moins, de ce qui est plus contextuel à ce qui est plus vraiment théorique ou les théories essentielles du cours. Pour ce qui est des lectures préparatoires, on vous le suggère fortement. De un, ça va vous préparer vraiment à assimiler le cours de manière plus, plus aisée pendant la classe. Et en même temps, ça va vous permettre aussi déjà de vous questionner par rapport à la matière de manière à vous créez peut-être des apprentissages, un style d'apprentissage un peu plus actif parce que c'est ce qui va être finalement fortement recommandé en classe. En classe, on continue en fait à se poser des questions, donc on écoute activement. Activement, ça veut dire qu'on reste actif mentalement. Donc notre esprit n'est pas du tout passif. On ne veut pas être un réceptacle qui prend note des informations au mot à mot. Au contraire, en fait, on se pose des questions constamment. Qu'est-ce qui est important de ce qui l'est moins? Dans le fond, quelles sont les variables importantes? Quelles sont les relations même entre les variables? Donc, on peut se poser les grandes questions là, de quoi il est question, quelles variables sont en jeu, pourquoi, comment, de quelle façon. Donc, alors, on essaie d'appréhender la matière sous plusieurs angles et c'est aussi comme ça que finalement, on finit par se créer des intérêts personnels. Et éventuellement, quand on avance à travers les études, si on veut même aller jusqu'aux études supérieures, on sait développer des thèmes d'intérêt. Donc ensuite, bien sûr, forcément, quand on est actif, c'est plus facile de prendre des notes parce que tout de suite, on arrive à saisir ce qui est essentiel de ce qui l'est un peu moins. Donc, on écrit de manière déjà un peu plus synthétisée. L'étape importante qui s'appelle la révision de notes est essentielle parce que, dans le fond, c'est là où on va vraiment valider notre niveau de compréhension. On va pouvoir revoir nos notes, les relire, en fait. Cette étape-là vraiment consiste à une relecture de nos notes prises en classe. Souvent, on va remarquer qu'il y a des trous. Alors, c'est le moment d'aller chercher, soit en demandant aux collègues ou à travers les lectures préparatoires, on prend le temps de vraiment de les compléter. Quelquefois, on va devoir même faire des lectures complémentaires ou aller sur Internet. Des fois, il y a des personnes plus visuelles aussi qui vont aller chercher des vidéos sur YouTube pour avoir une autre perspective. Et finalement,
au bout du compte, il s'agit d'avoir une compréhension globale de la matière. Donc, bien sûr, une fois que cette étape-là, elle est faite, puis elle, comme je le disais, c'est quelque chose qui se fait d'une semaine à l'autre. Donc, à chaque semaine, on est dans ce processus-là où on peaufine notre compréhension. La deuxième étape, c'est l'intégration de la matière. C'est certain que, en fait, si on veut être prêt pour l'examen, il ne suffit pas simplement de comprendre, bien sûr, c'est une étape importante, mais aussi il faut ancrer l'information dans notre mémoire parce qu'on va avoir des questions des fois très pointues, des questions ouvertes où il va falloir aller rechercher les mots-clés, vraiment une terminologie précise et complète, exhaustive même parfois. Donc, il va falloir trouver des moyens pour vraiment ancrer, enregistrer les informations de manière durable dans notre mémoire. Donc, ce n'est plus suffisant de recopier tout simplement nos notes de cours. Ça va être au contraire de les reclasser, de les ordonner, de les trier, de les filtrer, etc. Et justement, on va vous donner quelques exemples des manières qu'on peut employer pour y arriver. Donc, d'abord, effectivement, on va avoir les résumés, on va avoir les tableaux, les schémas, mais en fait, il faut savoir que, bien sûr, le mot d'ordre, c'est vraiment être capable de mettre les éléments en relation. Donc, par exemple, ça peut se ressembler, en fait, un petit peu... en fait, excusez-moi, je vais revenir un petit peu plus tard sur les types de résumés tableaux et les schémas. Mais juste avant, je vais vous parler, en fait, de l'étape de mémorisation, qui revient finalement à, une fois qu'on a bien intégré la matière à travers différentes méthodes qui vont suivre, on va aller chercher vraiment à consolider, ancrer, mais de manière durable. Donc ça, on va y aller par la répétition. Donc, et à l'aide de stratégies, par exemple, mnémotechniques un petit peu plus pointues pour vraiment s'assurer que c'est bien solide, c'est bien ancré pour l'examen. Donc, si je reviens à l'intégration de la matière, ici, par exemple, on a un texte qui pourrait ressembler à un texte qu'on aura eu à lire et que le professeur nous donne un peu comme tel à étudier. Bien sûr, on remarque qu'il y a beaucoup d'informations. Et il y a beaucoup d'informations qui sont inutiles pour arriver à cerner un peu les éléments clés. Donc, première des choses, la synthèse, ça va nous aider à réduire la quantité d'informations. Donc, déjà, ça va créer un terrain propice pour favoriser notre mémorisation. On veut limiter, réduire le nombre d'informations à mémoriser. Et donc, on va faire un peu de ménage là-dedans. Et par exemple, si on utilise le schéma, on pourrait y aller. Le schéma, par exemple, l'usage d'un logiciel comme le logiciel CMap Tools, qui est très, très, très populaire et très utile aussi au sein de la population étudiante, va nous permettre de réorganiser l'information strictement essentielle à travers un support un peu plus visuel. Si on est un petit peu plus classique, on va y aller par peut-être, si on regarde à gauche, un contenu un peu plus verbal. Donc, il n'y a pas d'image, mais en fait, on a quand même pris le soin de répartir sur notre feuille le texte d'une manière très, disons, simplifiée. Donc, par point. Le contenu est très organisé aussi. On s'assure d'espacer les éléments qui sont distincts. On utilise beaucoup d'abréviations également pour, encore une fois, limiter la densité visuelle parce qu'après, c'est le contenu qu'on va vouloir mémoriser. Donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on veut réduire au maximum le nombre d'informations. Plusieurs étudiants apprécient aussi l'usage de tableaux. C'est sûr qu'avec les logiciels Word, par exemple, c'est très facile de créer un tableau. Donc, ça nous permet encore une fois de classer visuellement l'information. Donc, vous avez un petit peu compris l'essence même de l'étape de l'intégration. Si maintenant, on aborde la question de la mémorisation. Alors si on revient, par exemple, à notre liste d'informations qu'on veut mémoriser, il y a bien sûr quelques astuces de base qu'on peut employer.
Donc, par exemple, c'est sûr que pour chercher à mémoriser et être capable de rappeler sur commande, lorsqu'on nous pose une question, une information précise, la méthode pour y arriver, ça va être de tester notre mémoire, hein? Donc, d'être capable de rappeler, sans regarder nos notes, les informations. Donc, le contenu du cours, par exemple, ou de la notion en particulier qu'on cherche à mémoriser. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la récupération spontanée. On veut rappeler de mémoire, sans indice, sans aide, l'information. Donc, on va se tester, on va essayer de récupérer plusieurs fois et plusieurs fois dans le temps. Donc, sur plusieurs jours, par exemple, les mêmes informations. Et lorsqu'on voit que notre rappel, il est stable, il est solide, on a une bonne indication qu'il est bien ancré. Donc, ça, c'est l'astuce, disons, la principale astuce. Bien sûr, si vous utilisez des stratégies, comme on va voir tout à l'heure, il y a différentes stratégies mnémotechniques, essayez d'utiliser toujours la même, hein, pour une même notion. Si vous utilisez l'imagerie mentale et l'acronyme et vous alternez entre les deux pour une même notion, votre mémorisation risque d'être un peu instable parce que on consolide aussi la stratégie en même temps que la notion. Donc, utilisez toujours la même stratégie de rappel. Essayez, par exemple, lorsque vous avez des listes, c'est toujours utile de savoir le nombre d'éléments associés à la notion. Donc, comme ça, vous saurez s'il faut mettre un peu plus d'énergie mentale à rechercher les éléments qui vous manquent. Là, si vous arrivez à en trouver 3, vous savez qu'il y en a 5 et qu'il en manque 2. Ça va vous permettre de pousser un petit peu plus là, votre récupération. Utiliser des moyens mnémotechniques. Bien sûr, c'est important d'avoir un bon répertoire parce que quelquefois, par exemple, les acronymes se prêtent bien au type d'information qu'on a mémorisé, quelquefois un peu moins. Donc, il faut avoir d'autres stratégies avec lesquelles on peut composer, alterner pour être sûr de bien couvrir la matière. Et donc, j'y arrive donc avec ces mnémotechniques. Les acronymes, on en a parlé souvent, je pense que vous les connaissez. C'est un peu comme justement l'acronyme CINE qui permet de retenir les 4 déclencheurs du stress. Les acronymes, effectivement, lorsqu'on a une liste d'éléments, et qu'il n'y a pas une trop grosse liste, effectivement, c'est assez simple d'y arriver. Par contre, si vous avez trop d'acronymes dans un même cours, vous risquez par contre de vous emmêler un peu les pinceaux et de ne plus savoir quel acronyme correspond à quelle notion. Donc, c'est bien important de vous créer un lien, de mémoriser le lien entre l'acronyme et la notion à laquelle il réfère, si vous voulez être certain de la retrouver. Ensuite, on a les images mentales. Bien sûr, pour ce qui est des images mentales, vous pourrez sûrement sur Internet rechercher un peu plus en détail cette technique-là, mais en gros, il s'agit de transposer un petit peu le concept en quelque chose de très concret qu'on peut visualiser. Donc, tout à l'heure, on parlait de facteurs internes, facteurs externes, et on avait une liste d'éléments. Mais par exemple, on pourrait transformer assez facilement le mot facteur en un facteur. Hein, essayer d'imaginer un facteur là, qui s'occupe de la poste, là, avec peut-être dans sa poche interne un pinceau qui pourrait être le symbole de la créativité, qui est un des éléments à retenir. Donc, voyez-vous, on peut essayer de créer des petites scènes comme ça, rigolotes. Et d'ailleurs, on sait que plus les scènes sont interactives, hein, plus les éléments agissent entre elles, que c'est dynamique, qu'il y a de l'action, et plus c'est farfelu et plus notre mémorisation risque d'être facile, parce que ça va être marquant pour le cerveau et ça va... donc, si ça vous fait rire, par exemple, c'est un bon point, ça joue en votre faveur. Donc, n'hésitez pas à créer des scènes qui sont complètement irréalistes. C'est pas grave, ça marche très bien, ça marche même encore mieux de cette façon-là. Pour ce qui est de la troisième stratégie mnémotechnique, on parle d'analogie ou des contre-exemples. Par exemple, si j'ai à étudier le thème de la mémoire, souvent, ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas quelque chose dans un phénomène existant qui ressemble à ça. Donc, par exemple, l'ordinateur, hein, la mémoire vive, le disque dur, etc., auquel on pourrait rattacher des concepts un petit peu plus abstraits qui viennent avec la théorie. Donc, ça peut vous aider.
L'exagération, bien, des fois, quand il y a des éléments un peu plus subtils, un peu moins, disons, qui prennent un petit peu moins de place, qui sont moins détaillés, par exemple, ça peut être intéressant, s'ils sont importants à mémoriser, de les exagérer un peu. Comme ça, on ne les oublie pas. Et en cinquième, on a la recréation du contexte. Ça, c'est qu'en fait, il y a plusieurs études qui démontrent que quand on étudie au même endroit, on mémorise au même endroit que l'endroit où on va se rappeler de l'information, où on va être amené à se rappeler de l'information, bien, il y a un effet facilitateur. Donc, si on peut, par exemple, étudier au même endroit, vous serez probablement plus en mesure de rappeler, faciliter votre récupération. Enfin, bien, le regroupement logique. Ça, c'est la base, c'est-à-dire de vraiment faire une séquence logique à travers vos éléments. Donc, si par exemple, vous avez des listes, bien, essayez d'y aller, soit de faire des regroupements. Si par exemple, dans vos éléments, il y en a 3 qui réfèrent au même thème, par exemple, au thème des loisirs, le thème plus professionnel, etc. Bien, essayez de les regrouper. Ça va vous aider parce que finalement, c'est des blocs d'informations, et donc ça va réduire la quantité d'éléments à retenir. Donc, et forcément, les raisonnements aussi logiques peuvent vous aider. Hein? Ça vous évite d'avoir à retenir un élément un à la fois, alors que si vous les reliez un à l'autre avec une suite logique, bien, c'est comme si à chaque fois que vous en rappelez un, l'autre vient de manière un peu plus déductive et ça va vous aider. L'étape de la consolidation, bien, en fait, c'est ce qui est important parce que, dans le fond, c'est là où vous allez mettre le petit temps supplémentaire qui va vous aider à disons, renforcer votre trace en mémoire et vous assurer que le jour de l'examen, rapidement, vous allez avoir accès à vos notions, à votre contenu de cours. Donc, par exemple, maximiser vos façons de vous exposer à la matière. Ça peut être, par exemple, vous avez des schémas à mémoriser, bien, collez-les, faites des copies et puis collez-les dans les espaces dans lesquels vous circulez souvent. Par exemple, ça peut être dans la salle de bain, ça peut être dans la cuisine, ça peut être, bon, un peu partout. Bien sûr, bien, comme on le disait, c'est vraiment de se tester régulièrement de mémoire le plus souvent possible. Fixez-vous des objectifs de jour en jour. Et essayez de privilégier, comme le disait Marie-Ève, des petits blocs parce que, bien sûr, la mémorisation, c'est une activité très demandante pour le cerveau. Ça demande beaucoup de concentration, donc essayez d'exploiter les périodes d'intensité, de concentration maximale, qui sont des blocs de 30 minutes. Étudier en groupe, c'est intéressant aussi parce que c'est sûr que si, par exemple, vous vous questionnez entre vous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un contexte. Donc, si, par exemple, il y a un élément que vous saisissez un peu moins et qu'on vous donne une explication, peut-être le jour de l'examen, s'il y a une autre question qui réfère à ce problème-là, vous allez aussi vous rappeler de ce qui s'était passé avec vos amis, puis vous allez vous rappeler, ah oui, c'est vrai, je m'étais trompée. Donc, ça vous donne des indices supplémentaires pour, en fait, ça vous crée un contexte là, qui facilite le rappel. Puis bien sûr, c'est plus plaisant. Des fois, on arrive à dégager plus de temps même parce que c'est ludique et puis on est plus motivé, on est plus rassuré. Donc, étudier vraiment en équipe, c'est super intéressant, surtout pour la période de consolidation, lorsque vous avez déjà fait votre mémorisation de base. Et puis là, l'idée, c'est de juste vous tester, vous retester. Enfin, on rafraîchit les informations. Donc, c'est sûr que si vous avez déjà mémorisé le cours 1, 2, 3 et que si, le dernier jour de l'examen, il vous reste le 5 et le 6, mais que vous ne revenez pas au premier cours, il y a un problème. Hein? Vous risquez d'être disons, un peu, désavantagé pour les premiers cours parce qu'il y a des effets de récence là, qu'on appelle. Donc, vous gagnez à, rafraîchir les informations qui ont été préalablement mémorisées. Donc, souvent, on suggère que la veille de l'examen, on essaye de retester l'ensemble des informations du cours 1 à 6 ou, par exemple, de l'ensemble de vos cours.
Alors, déjà, on a fait le tour des principales étapes clés donc les méthodes d'études qu'on vous suggère. Ça va être le tour de ma collègue Marie-Ève de vous parler maintenant de l'examen, de la situation de l'examen à proprement parler. Alors, donc, effectivement, la passation d'examen comme telle, hein, même si effectivement la préparation est efficace, on a bien étudié, c'est sûr que la passation d'examen peut être effectivement une situation stressante, comme Mylène l'a dit tout à l'heure, hein, une situation qui a du ciné, hein, manque de contrôle, imprévisibilité. Je ne m'attendais pas à avoir une question comme ça. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Je m'attendais que c'était facile. Hein, donc, on peut avoir toutes sortes d'appréhensions par rapport à la stratégie, par rapport à la passation d'examen. Donc, on a des stratégies qu'on appelle générales. Donc, c'est des stratégies qui vont s'appliquer peu importe le type d'examen. C'est à peu près les mêmes stratégies qu'on va appliquer d'un examen à l'autre. Mais il y aura des stratégies effectivement spécifiques également en fonction du type d'examen. Donc, c'est important dans votre plan de cours d'aller consulter quel type d'examen vous aurez à passer. Donc, est-ce que c'est seulement un examen à choix multiples, par exemple, ou c'est un examen mixte, un peu de questions à développement et de questions à choix multiples, un examen à long développement, est-ce que j'ai le droit de la documentation ou non? Alors, ce sont toutes des questions que vous avez à répondre dès le début de la session, donc ça va vous permettre aussi de bien orienter votre préparation. En termes de stratégie générale, qu'on peut faire là, juste un peu avant les examens, donc une semaine avant à peu près, mais c'est quand même bon un peu de toujours pratiquer ces stratégies-là quand même, mais on va les utiliser surtout là, juste avant les examens. On va essayer de changer les idées le plus possible, donc de prendre soin de soi en se détendant, en ayant des loisirs, en allant avec des amis, par exemple. Donc, on va s'accorder quand même des petits moments de détente, même si on est en période là, de surcharge et de préparation d'examen. Ça peut être important. Ça va nous permettre de s'aérer un peu l'esprit, donc entre des périodes d'études. Donc, on va essayer aussi de regarder la confiance. Des fois, on se sent peu confiant parce qu'on anticipe peut-être avoir de la difficulté avec la matière. On a l'impression que ça ne fonctionne pas bien. Mais des fois, c'est juste une impression. Donc, il faut apprendre effectivement à se faire confiance. Et ça, ça se fait en ayant un regard sur les réussites qu'on a eues antérieurement. Donc, ce n'est pas la première fois que vous avez à passer des examens dans votre vie. Par exemple, on a déjà fait ça. Vous avez fait ça peut-être il y a quelques années ou vous avez fait ça au cours du cégep. Donc, ce n'est pas nécessairement une première fois. Et vous avez réussi. Donc, à vous en sortir, vous avez relevé le défi. Donc, ça sera tout simplement de repenser souvent à ces situations-là que vous avez été capable de relever. Donc, on va essayer aussi de diminuer ces sources de stress durant les périodes où on sait qu'on va avoir des moments exigeants, donc comme dans une passation d'examen. Donc, c'est peut-être pas le moment de régler un problème important, personnel dans votre vie, un conflit, par exemple, avec un ami, une amie, un conflit peut-être avec votre chum, votre blonde. Donc, on va essayer justement de reporter la résolution de ces problèmes-là après les périodes exigeantes. Donc, peut-être après l'examen, vous aurez le temps de voir ce que vous allez faire avec ces situations-là, mais dans la préparation d'examen, ça va être important d'être capable de les mettre de côté temporairement, parce que ça sera quand même des problèmes importants pour vous à régler. On va aussi essayer d'aller vers la relaxation, tout ce qui est méditation, comme Mylène nous a parlé tout à l'heure, d'être capable d'apprendre à se relaxer, apprendre à s'observer, à respirer, à ralentir le rythme de sa respiration, prendre des bonnes inspirations, expirations assez longues pour diminuer l'activation physiologique que le stress a tendance à justement à accentuer ou à réactiver. Donc, on sait qu'il y a une série d'activations physiologiques, une série d'activités qui se passent dans notre corps quand on est stressé ou anxieux. Alors, ça sera vraiment d'apprendre à détendre pour détendre justement cette activation-là. Concernant les stratégies qui sont un petit peu plus centrées sur les solutions, qu'on appelle, donc on va avoir l'idée de la stratégie de se présenter au cours précédent à l'examen. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si vous avez un cours à manquer, c'est peut-être pas celui-là. Parce que souvent, le cours qui précède l'examen, on a des indicateurs. Le prof peut donner des informations. Il y a des étudiants qui vont poser des questions auxquelles on n'avait pas pensé qui pourraient être pertinentes et qui pourraient nous orienter pour la suite de notre préparation. Donc ça peut être
très important, là, c'est très important dans le fond de se présenter à ce cours-là. Si vous ne pouvez pas, bien, c'est peut-être bon de demander à un collègue de votre classe qui, justement, soit bien attentif et qui vous rapporte certains éléments d'information importants. Donc, le jour de l'examen, on vous conseille d'arriver ni trop d'avance, ni trop par tard. Alors, si on arrive à 10-15 minutes à l'avance, c'est bien, on a le temps de s'installer, on peut s'approprier son espace, on peut se mettre dans sa bulle. Hein. Donc, on va repenser effectivement tranquillement à comment on va entreprendre l'examen. On peut déjà commencer à penser à sa stratégie d'examen. Donc, on va arriver peut-être trop juste. Bien là, on arrive un peu stressé. On a manqué peut-être aussi des directives importantes qui ont été données au début. Donc, on arrive un peu déstabilisé. Là, fait que ça, c'est peut-être une moins bonne idée. Et arriver trop d'avance, bien, on fait juste ressasser la matière et ce n'est pas nécessairement efficace. Donc, on va éviter de parler du contenu de l'examen juste avant. Hein. On se tourne vers une collègue à côté, on pose une question. Est-ce que ça, c'était à l'examen? Non, non, ça n'y était pas. Bien, je ne l'ai pas étudié. Alors, on va se mettre à faire de l'anxiété parce que là, tout à coup, on se met à plus comprendre l'information. On n'est plus sûr si on a bien compris, etc. Donc, ça peut activer effectivement l'anxiété. Puis là, vous démarrez votre examen avec un niveau d'anxiété plus élevé que ce que vous aviez au début. Alors, c'est mieux de se mettre dans sa bulle, hein, de ne pas trop en parler, de penser à sa stratégie. Et vous pourrez comme en rediscuter après si vous voulez, mais peut-être pas tout juste avant. Donc, quand on reçoit sa copie d'examen, c'est bon de survoler l'ensemble de l'examen. On tourne les pages, on regarde à peu près combien il y a de questions par page. Est-ce que les questions de développement, à quoi ils ressemblent, on peut lire rapidement un énoncé. Donc, on va vraiment s'approprier l'examen de cette façon-là avant d'entamer la passation pour de vrai. Donc, on va porter attention aux directives verbales ou écrites du prof, par exemple, si c'est le cas, s'il donne des indications spécifiques par rapport à l'examen, s'il y a un élément à rajouter. Donc, ça va être important. Et on va segmenter l'examen dans le temps. Donc, on va essayer de se donner là, une proportion par rapport au temps qu'on a, un temps de réponse par question. Donc, si on a un examen à choix multiple seulement, on va déterminer à peu près, je ne sais pas, moi, j'ai 2-3 minutes par énoncé. Si c'est un examen mixte, est-ce que je peux attaquer les questions de développement premier, puis après, je fais le reste du temps aux questions à choix multiple. Donc, on va essayer vraiment de se donner une stratégie spécifique par rapport à l'examen. Et c'est important de se prévoir un petit délai ou un petit temps de révision de ces réponses. Hein. Réviser, c'est vraiment revoir si on a répondu à toutes les questions, s'assurer que si on a fait des transpositions sur une feuille réponse, de s'assurer qu'on a fait le bon choix de réponse si c'est un examen à choix multiple, bien sûr. Alors ça, c'est des petites stratégies vraiment que vous allez essayer de mettre en place là, de façon générale pour l'ensemble des examens. Donc, si vous êtes en examen, puis là, oups, hein, vous avez essayé, vous avez quand même bien géré l'avant-examen, hein, la période juste avant. Donc, vous êtes toujours aux prises avec une anxiété là, qui vous prend durant la séance d'examen. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr que vous voyez ici à l'écran, on a besoin d'avoir un niveau optimal. Donc, c'est normal en même temps aussi d'avoir du stress. Hein, c'est pas anormal. Puis, ça prend quand même ça pour être performant. Comme vous le voyez, là, dans la zone, il y a une zone de réalisation où vous êtes à votre niveau de stress optimal. Si la tâche, par exemple, vous semblait trop facile ou vous ennuie, vous êtes fatigué, hein, vous n'êtes pas dans un rendement qui est bon. Donc, vous n'êtes pas efficace. Et là, oups, quand il y a un niveau de stress suffisant, bien, ça nous permet de se mobiliser pour arriver dans une zone qui est optimale. Mais si vous devenez trop anxieux, bien là, vous tombez dans la zone de mauvais stress qu'on appelle. Et là, c'est là qu'apparaissent tous les symptômes, la fatigue, l'anxiété un peu plus grande. Là, vous allez avoir de la misère à récupérer l'information. Vous vous sentez désorganisé, vous avez l'impression de ne plus avoir le contrôle. À ce moment-là, c'est bon de vous ramener effectivement dans la zone qui est optimale le plus vite possible. Puis la seule façon effectivement de faire ça, c'est de vous recentrer sur le moment présent. Hein? Donc, on s'éloigne de notre copie d'examen, on essaie de prendre un peu
une bonne respiration, se faire une courte relaxation, une courte méditation pour reprendre son calme et après de revenir à l'examen. Et là, on va repenser à sa stratégie de passation. Hein. Tout simplement, on va s'ordonner un plan d'action. Combien de réponses il me reste? Combien de temps il me reste? Alors, OK, comment j'attaque la suite de l'examen? Donc, ça va être important de se recentrer là, rapidement sur ce qui est le moment présent. Donc, entre-temps, c'est sûr que peut-être pas pendant l'examen, vous allez avoir tendance à se poser ces questions-là, mais vous pouvez quand même vous demander si vous avez de la crainte de l'échec ou l'anxiété de performance. Vous demandez, bien, est-ce que ce serait si grave que ça si j'échouais l'examen? Ou est-ce que j'ai des indicateurs d'échec? Est-ce que j'ai mal préparé, je me suis pris trop en retard? Est-ce que je ne comprends pas l'information? Je n'ai pas validé mes incompréhensions, je n'ai pas réglé mes incompréhensions par rapport à la matière? Bien, si je n'ai pas d'indicateur qui me dit que je pourrais échouer, alors là, j'ai peut-être pas, mes craintes ne sont peut-être pas fondées. Hein? Et puis, est-ce que ça serait si grave? Habituellement, quand on échoue un examen, c'est sûr que ce n'est pas super, c'est pas le fun, mais on peut toujours se reprendre. On va le reprendre le cours, tout simplement. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est la pire chose qui va t'arriver, c'est de devoir reprendre le cours. C'est sûr que ça ne fait pas tout le temps l'affaire à tout le monde, mais c'est ça le pire qui peut survenir. Ensuite, bien, on va essayer de lâcher prise aussi sur l'anticipation du résultat. Bien, on va se donner effectivement le droit à l'erreur. On peut accepter effectivement de ne pas tout maîtriser. On va essayer de ne pas trop penser effectivement aux conséquences aussi d'un moins bon résultat là, sur un examen, par exemple. Fait que ça, c'est des stratégies que vous pouvez mettre là, en application, surtout durant la première santé sur le moment présent. Elle va être surtout efficace durant l'examen. Puis, les autres stratégies, c'est surtout d'y penser là, des fois quand vous êtes aussi en train d'étudier, parce que dans la préparation, l'anxiété souvent va commencer si on fait de l'anxiété de performance. Donc, si on y va dans les stratégies spécifiques, on va regarder vraiment pour les choix multiples ou mixtes, donc avec des réponses à court développement. Donc, en jaune, là, on a indiqué vraiment les éléments importants. Donc, ça sera vraiment de tenter de répondre sans consulter vos choix de réponse si c'est une question à choix de réponse. Donc, comme ça, vous allez essayer de forcer votre cerveau à trouver la bonne réponse et vous aurez simplement qu'à faire un PRage avec l'information qui sera disponible à l'examen. Donc, vous allez aussi commencer de façon spontanée avec ce qui vous vient le plus facile en premier. Comme ça va vous mettre aussi en disposition mentale plus positive parce que vous avez l'impression que vous y arrivez, vous semblez trouver les réponses. Alors, ça nous met tout de suite dans une disposition mentale qui est favorable pour la suite, plutôt que de s'attarder sur un problème hyper difficile. Et là, vous allez comme vous embourber, augmenter l'anxiété et là, vous diminuez du coup vos capacités justement pour la suite de l'examen. Donc, on va faire une phase comme ça, du plus facile au plus difficile et ainsi de suite. Normalement, il devrait y avoir 3 phases à peu près dans un examen à choix multiples. Et faites un bilan de votre temps régulièrement. Donc, combien de temps il me reste? C'est bon de regarder aussi le temps là, qui passe pour voir où vous en êtes dans le déroulement de l'examen. Donc, en cas de doute, quand vous êtes en période de révision, ne changez pas vos réponses. Si vous êtes sûr à 100 % que c'est la mauvaise réponse. Donc, si vous avez encore un doute, c'est toujours préférable de rester avec sa première idée. Donc, quand on parle des examens à développement, cette fois-ci, alors, on va essayer, dans le fond, de lire les énoncés. Est-ce que j'ai mis la même chose? Attendez, ça revient, je pense. Ah oui, voilà, allons au développement. Donc, on va essayer vraiment d'identifier, il faut bien connaître le sens des mots-clés de la question. Donc, illustrer, comparer, analyser, on vous demande des choses différentes dans ces mots-là. Alors, ça sera important vraiment de bien connaître la signification de ces mots-clés-là. Donc, on va lire toutes les questions à développement, puis là, on va les hiérarchiser, donc du plus facile au plus difficile. Et là, on va commencer par la question ou l'énoncé le plus difficile. Et quand on va répondre aux questions à développement, on va essayer aussi de émettre des idées, là, se faire un jet d'idées et ensuite d'organiser le tout dans un plan relativement détaillé
avant de répondre. Donc, c'est pas efficace de commencer à répondre tout de suite parce que souvent, notre idée n'est pas suffisamment claire et là, on perd du temps parce qu'il faut recommencer, effacer, etc. Donc, durant la réponse, ça va être préférable aussi d'utiliser des phrases courtes et simples pour que ce soit facile à lire pour celui qui va vous corriger. Donc, à ce moment-là, c'est plus efficace. Donc, vous n'êtes pas certain, vous avez un blocage, vous tentez quand même quelque chose dans votre réponse, surtout si c'est une question en développement. Donc, c'est ouvert. Alors, vous avez la chance de vous essayer. Peut-être que vous allez pouvoir récupérer des points, là, quelques points dans l'énoncé. Alors, je vais vous laisser en faire avec Mylène qui va vous parler un peu qu'est-ce qu'on fait après l'examen. Oui, bien, en fait, c'est sûr que l'après-examen, c'est bientôt l'étape du bilan. Mais en même temps, moi, je vous suggère de faire attention tout de suite à tirer des conclusions immédiatement en sortant de l'examen. Hein. Plusieurs vont se retrouver vraiment déconfits parce qu'ils ont l'impression d'avoir vécu une situation horrible et vraiment très désagréable. Attendez, parce que c'est pas rare de voir que, au final, lorsqu'on obtient les résultats, bien, on s'en est pas trop mal tiré. Et donc, de toute façon, ça vous prend les résultats pour vraiment faire un bilan qui est réaliste, hein, qui n'est pas basé seulement sur des impressions ou bien sur des émotions. Donc, première des choses qu'on vous suggère, en fait, bien, ça va être d'aller décompresser. Donc, c'est l'heure de la récompense. On sort, on se fait du bien, on sort entre amis. Bon, bien sûr qu'effectivement, si vous avez un examen le lendemain, vous ne pourrez peut-être pas y aller, disons, à 100 %, mais quand même, prenez un petit temps là, pour vous donner une récompense. Donc, vraiment, essayez de lâcher prise sur les ruminations, sur les remords là, qui peut-être peuvent commencer à vous envahir. Donc, essayez d'utiliser les stratégies qu'on vous a nommées tout à l'heure. Essayez d'accepter l'inconfort qui vient, c'est de prendre un peu de recul, une distance, et vous ferez votre résolution de problème par la suite au moment où vous obtiendrez vos résultats. On décroche entre amis, on fait le bilan vraiment avec peut-être la méthode là, proposée, comme on le disait, où vous ferez peut-être un peu l'inventaire de ce qui a pu mal fonctionner. Donc, ça va être l'heure un peu de la prise de conscience, essayer d'être honnête vis-à-vis de soi-même, sans non plus exagérer, tomber dans la dévalorisation extrême. Donc, vraiment faire le point à tête reposée, avec un peu de distance, des éléments peut-être qui ont joué en votre défaveur. Donc, oui, ça peut être une question de délai, peut-être que vous y êtes pris un peu trop tard, il y a eu de la procrastination. Quelquefois, c'est les méthodes d'études à réajuster. Donc, des fois, de travailler avec des amis ou même peut-être solliciter un rendez-vous au César avec une consultation individuelle peut vous permettre, en fait, de vous tirer d'affaire assez rapidement. Donc, ça va vous permettre enfin de réajuster toutes vos stratégies puis de repartir sur un meilleur pied à la prochaine période d'examen. Donc, de toute façon, il faut voir ces habiletés-là de préparation d'examen comme des compétences qui s'affinent. Hein? Donc, c'est certain que quand vous arrivez, si vous êtes nouveau à l'université, cette année, essayez de ne pas vous exiger non plus une confiance ou une aisance d'expert parce que, ben non, vous êtes débutant. Alors, ça va vous prendre un certain temps, à force de vivre ces expériences-là d'examen, que vous allez un petit peu déceler les points là, clés là, et puis les raffiner, en fait, vos méthodes avec le temps. Bien sûr, on espère, hein, parce que là, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous donner comme information. On vous donne quand même les coordonnées de notre centre. Hein, je répète, le Centre étudiant de soutien à la réussite, qui est le César. On est situé au 2101 Édouard-Montpetit, juste en face du Sepsum, près de la station de métro Édouard-Montpetit. Donc, bien sûr, vous pouvez venir nous visiter. À notre réception, vous pourrez d'ailleurs vous procurer le guide, hein, Réussir ses études universitaires, méthodes et stratégies. C'est un guide que nous avons rédigé, donc toute notre équipe mise ensemble, donc qui se compose de psychologues, de neuropsychologues, d'orthopédagogues également. Et donc, vous retrouverez de manière détaillée
toutes en fait, les stratégies qui ont été mentionnées aujourd'hui et même d'autres stratégies, par exemple sur la rédaction de travaux, plus d'informations sur la gestion du temps, les travaux en équipe, la prise de notes, la lecture efficace, etc. Donc, c'est un guide qui est disponible vraiment en vous déplaçant à nos bureaux. Et en vous déplaçant ou bien en téléphonant, donc vous avez les coordonnées à l'écran, vous pouvez solliciter facilement un rendez-vous en individuel. Prévoyez quand même quelques semaines d'attente pour la prise en charge. Donc, n'hésitez pas à le faire tout de suite si jamais vous avez envie. Et puis, ça va nous faire un plaisir de vous rencontrer. Donc, ben voilà, on espère quand même avoir répondu à la plupart de vos questionnements, mais on reste vraiment présent avec vous pour vraiment commencer cette période un petit peu de questions et d'échanges. Donc, on vous invite à nous poser un maximum de questions et on va se faire un plaisir de répondre peut-être même de manière générale pour que tout le monde puisse en fait prendre connaissance des questions et des réponses. Et s'il y a des questions plus personnelles, on va être aussi en mesure de vous répondre en privé également. Donc, on attend vos questions et on vous remercie beaucoup de votre attention.